Vous écoutez Henri II et Catherine de Médicis, deuxième partie. La mort accidentelle d'Henri II est une catastrophe pour le royaume. La stabilité qu'il incarnait laisse place à une lutte sans merci pour la régence, avec son cortège d'intrigues. Ces troubles internes vont plonger la France dans les sanglantes guerres de religion. Rongé par une haine fratricide, le royaume va se déchirer pendant près de 40 ans. Elle va devenir la mère du prochain roi, François II. Didier Le Fur, écrivain et historien. Mais qui est officiellement majeur et capable de régner parce qu'il a plus de 15 ans, et la majorité des rois est à 14, même si jusqu'à 20 ans, il a besoin d'un tuteur. Et c'est là-dessus qu'on va jouer, c'est là-dessus qu'elle va jouer avec le parti des Guises, c'est-à-dire en gros, mon fils est roi de France, fait toutes les lois en son nom, mais je serai à côté. Le jeune roi François II n'a que 15 ans. Il est majeur, mais manipulable, et les familles nobles rivales voient donc l'opportunité d'accroître leur pouvoir au sommet de l'État. La maison de Bourbon compte un premier prince du sang, le roi de Navarre, Antoine de Bourbon, ainsi que ses deux frères, le cardinal Charles de Bourbon et le prince Louis de Condé. Antoine de Bourbon et Louis de Condé sont des adeptes de la religion protestante. Face à eux, très catholiques Guises, issus de la maison de Lorraine, sont représentés par le duc François de Guise. S'ils ne peuvent revendiquer aucune lignée royale, ils comptent pourtant dans leur rang une reine d'Écosse, leur sœur Marie de Guise ayant épousé Jacques V d'Écosse, et une reine de France, Marie Stuart, l'épouse de François II. Manipulé par les Guises, François II ne va régner qu'une année. La reine-mère Catherine de Médicis est écartée des affaires du royaume, alors qu'une terrible répression religieuse commence à l'encontre des protestants. En mars 1560, des gentilshommes protestants fomentent une conspiration visant à soustraire le roi de la tutelle des Guises. C'est la conjuration d'Amboise. Le coup d'État échoue et les conjurés sont exécutés. Mais de nouveaux troubles éclatent, permettant à Catherine de Médicis d'affermir son rôle politique. Afin de stabiliser l'État, elle s'appuie sur son conseiller, le chancelier Michel de l'Hospital, réputé modéré. Humaniste, influencé par les idées d'Érasme, il est défavorable à une division religieuse qui affaiblirait le royaume. Il réprouve cependant l'usage de la force contre les protestants. L'édit de Romorantin en mai 1560 marque pour un temps la fin des persécutions. Il accorde aux protestants la liberté de conscience, tout en leur refusant la liberté de culte. Une tolérance tacite s'installe en attendant la réunion des États généraux prévue pour décembre 1560. Une fois ce complot achevé, les Guises paraissent tout-puissants. Philippe Hamon, professeur d'histoire. Ils peuvent même envisager un temps de faire exécuter le prince de Condé, ce qui n'arrivera pas. Mais les cartes vont être très très vite rebattues, car cette situation qui est celle de l'automne 1559 est complètement remodelée à la mort de François II dans l'hiver 1559-1560, qui voit effectivement la disgrâce sensible des Guises et le retour au pouvoir autour du petit roi Charles IX, qui là, lui, est mineur, effectivement, il n'a pas ses 13 ans révolus, donc il est en situation de minorité, d'un groupe constitué de la reine-mère, Catherine, de nouveaux personnages qui ont été des personnages importants sous le règne de Henri II, le maréchal de Saint-André, le connétable de Montmorency, et Antoine de Bourbon, le prince roi de Navarre, roi d'une partie de la Navarre, et qui est un prince de la famille royale, un prince du sang. C'est autour de ces gens-là que le pouvoir va de nouveau s'articuler. Et donc les Guises ont une position exceptionnelle à ce moment-là. Cette position va changer avec la mort de François II, parce que je pense que c'est à la mort de François II que la veuve de Henri II, Catherine de Médicis, si je peux dire, se réveille. Le 5 décembre 1560, François II, jeune roi à la santé fragile, succombe. Charles, second fils d'Henri II et de Catherine de Médicis, devient roi à 10 ans, sous le nom de Charles IX. Mais il est trop jeune pour conduire le gouvernement du royaume et une lutte féroce s'engage pour la régence. Antoine de Bourbon affronte Catherine de Médicis pour faire valoir son droit légitime. Mais
il n'est pas de taille face à cette redoutable négociatrice. Il renonce contre la charge de lieutenant général du royaume et la reine-mère devient officiellement régente. La régente se montre favorable au dialogue religieux. Lors du colloque de Poissy du 9 septembre au 14 octobre 1561, Catherine de Médicis envisage une réconciliation religieuse nationale. Mais cette confrontation théologique entre les protestants représentés par le réformateur Théodore de Bèze et les ambassadeurs catholiques de la cour est un échec. La régente projette alors de mettre en place une tolérance civile provisoire pour préserver la paix. Pour éponger l'énorme dette de l'État, elle obtient également l'aide financière de l'Église de France, menacée d'être dépossédée de ses biens. Elle va commencer un jeu de bascule. Michel Carmona, historien. Un jeu qui va consister à essayer d'équilibrer le rôle des Guises en s'alliant, chaque fois que l'occasion se présente, avec des chefs du parti protestant. La régente poursuit l'effort de tolérance en promulguant l'édit de janvier 1562. Il légalise le culte public des réformés à condition qu'il s'exerce de jour, sans armes et à l'extérieur des villes. Les protestants doivent garder les limites de leur culte et en réalité, l'Église catholique ne veut pas de ces édits de tolérance. Jean-François Beige, écrivain. C'est là où elle pousse les grands seigneurs, que sont Guise, Montmorency et Saint-André, à faire véritablement la guerre aux protestants. Ce triumvirat jure alors de défendre la religion catholique contre l'hérésie. Bien que protestant, Antoine de Bourbon choisit le camp des catholiques et renforce ainsi l'influence du duc de Guise. François de Guise, aidé d'autres seigneurs, veut empêcher de se tenir à Vassy, qui est une ville close, un grand rassemblement de Huguenots. Et à ce moment-là, il envoie des soldats pour l'empêcher. Mais il y a une rébellion des Huguenots qui veulent pratiquer leur culte. Et s'ensuit un véritable massacre. Et à partir de ce massacre de Vassy, commence la guerre civile. Guise et Montmorency contraignent la régente et le roi Charles IX, alors à Fontainebleau, à regagner la capitale. Le prince de Condé exhorte les protestants à prendre les armes pour libérer le roi, qu'il estime prisonnier des Guises. Le 2 avril 1562, il s'empare d'Orléans, puis de Tours, sonnant le début de la première guerre de religion. Mais la régente se range du côté des catholiques. Cette première guerre voit disparaître deux personnages essentiels. Antoine de Bourbon, dont le fils Henri de Navarre devient premier prince du sang, le fervent catholique duc François de Guise. L'édit d'Amboise, signé le 19 mars 1563, met un terme aux hostilités et marque le retour de la tolérance civile. Depuis l'avènement de Charles IX, Catherine de Médicis est un élément extrêmement important. Ça ne veut pas dire que Charles IX n'existe pas, mais c'est un roi qui échange facilement d'avis, il est très influençable, et il est particulièrement influençable par sa mère, par Catherine de Médicis. Délivrée de la tutelle du duc de Guise, Catherine de Médicis fait proclamer la majorité de Charles IX, le 17 août 1563. Si la régence s'achève officiellement, dans les faits, la reine-mère conserve toute son influence. L'année suivante, elle entreprend avec le roi un grand tour de France afin de le présenter à ses sujets et de lui faire connaître son royaume. Les guerres de religion vont opposer un parti protestant à la monarchie massivement soutenue par les catholiques. Ça, c'est le cas de figure qui va durer pendant, disons, les 10 bonnes premières années. Après l'échec de la surprise de Meaux, tentative du prince de Condé pour s'emparer du roi Charles IX en 1567, le duel religieux entre catholiques et protestants enflamme de nouveau le royaume. Mais la disgrâce du chancelier modéré, Michel de l'Hospital, en septembre 1568, met fin à la politique de tolérance. Alors Catherine de Médicis, elle a cherché constamment la conciliation. Elle a essayé d'éviter les guerres de religion, elle a essayé de faire des édits de tolérance, il y en a eu plusieurs. Mais ça n'a pas marché. Elle a eu cette idée funeste, voyant que les édits ne fonctionnaient pas, de passer à la répression féroce.
Dans les années 1570, une nouvelle génération entre dans le conflit. Le nouveau duc de Guise, le catholique Henri, poursuit la cause de son père, et le fils d'Antoine de Bourbon, Henri de Bourbon, le jeune prince de Navarre, assume courageusement le rôle de chef des protestants après la mort de son oncle, le prince de Condé. La paix de Saint-Germain est signée le 8 août 1570 et le royaume jouit d'une paix temporaire. Charles IX épouse Élisabeth d'Autriche, mais Charles est de caractère instable et en grandissant, il s'est mis à haïr sa mère et à jalouser sa relation avec son fils préféré, le futur Henri III. Catherine a encore suffisamment d'ascendant sur Charles IX jusqu'au moment où il rencontre une figure paternelle, le héros de la Réforme, l'amiral Gaspard de Coligny. Sous son influence, Charles IX incline du côté des protestants, résiste à l'emprise de sa mère et se méfie des Guises. Charles IX incline à une véritable alliance militaire avec les protestants. Michel Carmona, historien. Le chef militaire des protestants étant l'amiral de Coligny. Le chef, on peut dire, du point de vue du prestige, du point de vue de la relation avec la famille royale, c'est Henri de Navarre, mais le chef militaire, c'est l'amiral de Coligny. Catherine de Médicis, depuis l'avènement de Charles IX, joue ce jeu de bascule entre les Guises et le parti protestant. Lorsqu'elle incline du côté du parti protestant, elle met tout son poids dans la balance pour conclure un mariage très politique entre l'un des princes du parti protestant qui s'appelle Henri de Navarre, le futur Henri IV, et l'une de ses filles, Marguerite, celle qu'on appellera plus tard la reine Margot. Alors le mariage d'Henri de Navarre et de la petite Margot, la future reine Margot, la fille de Catherine de Médicis. Michel de Decker, écrivain d'histoire. Est prévu, donc on a prévu de le célébrer à Paris. A priori, ça s'annonce bien, puisque tous les Huguenots sont venus accompagner leur chef, le jeune Henri, et on se prépare à de grandes réjouissances. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Catherine de Médicis, que l'on surnomme la serpente dans l'histoire, Catherine de Médicis a une arrière-pensée dans le crâne. Elle envisage manifestement de venir à bout des protestants. Les Guises favorisent ou ne favorisent pas, ou c'est le climat qui en est la cause, mais un attentat contre Coligny qui ne permet pas de tuer Coligny, mais lui arrache un doigt, le blesse à l'épaule, etc. Alors Coligny et les protestants crient « vengeance, vengeance ». Et Catherine de Médicis ne sait plus trop quel camp choisir. Charles IX, lui, est indigné par l'attentat et va visiter Coligny dans sa maison, lui dit « justice sera faite », etc. Catherine de Médicis se dit oui, mais nous sommes à Paris, ce sont les forces ultra-catholiques qui l'emportent, c'est les Guises. C'est pas très bon ce qui est en train de se passer en ce moment, puis je voudrais pas non plus que Coligny, qui est un personnage raide, s'empare de la direction des affaires par l'influence qu'il exerce auprès de Charles IX. Et donc, dans la nuit suivante, elle s'allie aux Guises pour expliquer à Charles IX que les protestants ont décidé d'attenter à sa vie, de s'emparer de lui, méditent un complot. Ils sont des milliers à Paris. C'est pas étonnant, parce que beaucoup de nobles protestants ou de soldats protestants sont venus de province à l'occasion des cérémonies du mariage de Henri de Navarre. Et donc, c'est ainsi qu'est décidé le massacre de la Saint-Barthélemy. La peur et la colère déclenchent chez Charles IX une crise de folie. Il aurait alors déclaré « Tuez l'amiral, mais tuez-les tous, pour qu'il n'en reste pas un pour me le reprocher. » On ferme les portes de Paris, et les cloches du beffroi de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois sonnent le signal du massacre de la Saint-Barthélemy. Dans la nuit du 23 au 24 août 1572, l'enfer se déchaîne. Les gardes suisses, postés à l'extérieur de la chambre de Coligny, sont facilement abattus. L'amiral est poignardé et précipité par la fenêtre. Il tombe aux pieds du duc de Guise,
qui l'attend pour l'achever. Alors qu'elle ne devait frapper que les chefs, la folie meurtrière incontrôlable s'étend bientôt à tous les protestants de Paris. Tout a dérapé. Et il y a une sorte de folie insurrectionnelle, révolutionnaire, dirons-nous, qui a consisté dans les rues de Paris à tuer tout protestant, au Louvre à tuer tout protestant. Dans la Seine, on jetait des corps et puis après, on voyait qu'ils ne se noyaient pas assez vite, on les retirait avec une pique ou une lance, on les poignardait, on les remettait dans la Seine. Une espèce de folie criminelle. La cour d'Espagne et la cour de Rome, les deux grandes cours catholiques, celles qui pèsent le plus lourd sans doute à ce moment-là, Philippe Hamon, professeur d'histoire. Le pape d'un côté et le roi d'Espagne de l'autre, se réjouissent absolument de cette opération, dont il faut bien voir qu'elle est conçue par eux, et en partie par ceux qui l'ont mise en œuvre, comme une purification du royaume de France, d'un royaume qui est pollué par une souillure religieuse fondamentale. Et on ne peut pas s'attendre à leurs yeux, quoi que nous en pensions aujourd'hui, on ne peut pas s'attendre à leurs yeux à ce que la colère de Dieu se retire du royaume de France tant que cette pollution, et j'emploie le mot à dessein, il est employé à l'époque, tant que cette pollution ne sera pas nettoyée. Après ce terrible massacre, la santé de Charles IX décline. Hanté par le souvenir des protestants assassinés, il confie ses remords à sa nourrice qui reste à son chevet. Usé physiquement et moralement, il n'a plus la volonté de vivre. Il est emporté à 24 ans par la tuberculose le 30 mai 1574. Catherine de Médicis, endeuillée, est de nouveau en charge du pouvoir. Elle envoie un messager en Pologne chercher le fils suivant, Henri, qui doit porter à son tour la couronne de France. À la mort de Charles IX, Catherine de Médicis n'a qu'une hâte, c'est d'envoyer des émissaires en Pologne pour dire à son petit chéri, à Henri, ça y est, le trône est libre, il faut que tu viennes le récupérer. Henri avait à peine commencé de gouverner, fort mal d'ailleurs, parce que la Pologne ne l'intéressait pas. Il quitte la Pologne avec ses amis, qui d'ailleurs confisquent tout l'argent qu'il y a dans les caisses de la Pologne. Ils descendent vers Venise, où il va rester pendant 6 mois avant de venir hériter le trône de France. Alors que le royaume de France est plongé dans une 5e guerre de religion, Henri III est couronné à Reims, 13 février 1575. Il doit alors faire face à une situation inédite. Des catholiques modérés réunis derrière son frère, le dernier fils de Catherine de Médicis, François d'Alençon, combattent désormais aux côtés des protestants contre les troupes royales. La situation va se compliquer par l'apparition d'un parti catholique favorable à des réformes politiques et qui peut, dans certains cas, s'allier avec des protestants contre la monarchie, ce qu'on appelle les malcontents dans les années 1570, pour porter un programme de réforme. Ce n'est pas des antimonarchistes du tout, et ils ne sont pas protestants, ils sont bien catholiques, mais ils sont prêts, dans certaines circonstances, à s'allier avec des hérétiques pour obtenir des réformes du royaume. La paix de Monsieur, signée en mai 1576, accorde aux protestants 8 places de sûreté, ainsi que la liberté de culte dans tout le royaume, excepté à Paris. Cette paix mécontente les catholiques qui se rassemblent pour former un parti politique puissant appelé la Ligue et dont le duc Henri de Guise devient le chef tout-puissant. Henri III, quel est le rôle qu'il va jouer ? Le rôle que Catherine de Médicis, justement, attend de lui, c'est-à-dire ce rôle de bascule, et il va essayer d'échapper à l'emprise excessive des Guises. Quand les Guises sont trop puissants,
Évidemment, il incline du côté des Guises, il proscrit les protestants, les prive de toute dignité, fait semblant de leur faire la guerre, favorise un peu des combats. Et puis quand il trouve que ça va trop loin, ou dès qu'il peut en tout cas échapper à la tutelle des Guises, il s'en va de l'autre côté, il va vers son beau-frère, Henri de Navarre. François d'Alençon, frère du roi, dernier fils de Catherine de Médicis et héritier présomptif du trône, meurt en juin 1584. Évidemment, c'est une grande perte pour le camp de Catherine de Médicis, et y compris pour Henri III, même si de temps en temps François a pris parti, en tout cas en apparence, contre Henri III. Mais c'est très souvent un jeu qui est convenu entre les deux frères. C'est-à-dire Henri III, officiellement, ne peut pas faire autrement que de prendre un certain nombre de mesures dictées par les Guises. Et François, dans la mesure où il n'est pas à Paris, où il bat la campagne, il a une armée avec lui, il est beaucoup plus indépendant. La puissance de la Ligue ne cesse de grandir, mettant à mal l'autorité royale. Les ultra-catholiques soupçonnent Henri III de vouloir désigner son cousin, le protestant Henri de Navarre, comme son héritier légitime. En mai 1588, la tension et l'animosité envers le roi atteignent des sommets. Lors de la journée des barricades, le peuple de Paris, mené par le duc de Guise, se soulève contre Henri III. C'est parce que les Guises lui mettent, si je peux dire, dans les pieds la journée des barricades en 1588, journée des barricades qui l'humilie profondément et l'amène dès le lendemain de sa capitulation à fuir Paris, qu'il décide de convoquer des États généraux à Blois en donnant toutes les garanties possibles et imaginables de sûreté au duc de Guise et puis de les faire assassiner. Voilà, ça c'est la vengeance de l'humiliation. Les conséquences vont être dramatiques. Tous ceux qui ont pu croire que le roi et la Ligue s'entendaient durablement vont immédiatement, enfin nombreux parmi eux, vont se tourner contre le roi. Henri III a beau dire « mais le programme de la Ligue, je continue à le faire. J'ai éliminé le duc et le cardinal de Guise parce qu'ils étaient une menace contre mon pouvoir, pas du tout pour des raisons religieuses. » Toute une série de groupes, de communautés, d'individus, de princes vont rompre leur allégeance envers le roi. Ça va aller très très loin. La faculté de théologie de l'Université de Paris, la Sorbonne, va délier les sujets du roi de France de leur serment d'allégeance. Et donc il y a véritablement une rupture au plus profond de ce qui lie politiquement et religieusement, les deux sont indissociables, le prince et ses sujets. La nouvelle de la mort du duc de Guise anéantit Catherine de Médicis et lui révèle son échec. Son fils adoré vient de briser ce qu'elle a mis des décennies à construire. La reine-mère est malade et trop fatiguée pour se battre encore. Catherine, qui est à Blois et qui est effrayée par la tournure que prennent les événements. Michel de Decker, écrivain d'histoire. Qu'elle a pourtant bien orienté à l'origine, parce que elle ne sait jamais vraiment sur quel pied danser en faveur des protestants ou des catholiques ultra. Eh bien, Catherine prend froid. Mais elle se dit, bon, ça va passer, je vais guérir, parce que Nostradamus m'a dit que je mourrais près de Saint-Germain. Alors elle se gardait bien, depuis quelque temps, d'être au Louvre, pas très loin de Saint-Germain-en-Laye, ou d'aller dans le château vieux de Saint-Germain. Eh bien, oui, mais là, elle se sent pas bien. Elle demande quand même un prêtre pour les sacrements, en disant, on sait jamais, mieux vaut tenir que courir. Et elle lui dit au prêtre, mais je ne vous connais pas, comment vous appelez-vous ? L'abbé de Saint-Germain, madame. Hop, et elle meurt immédiatement. Henri III s'allie ouvertement avec Henri de Navarre. Le 1er août 1589, posté avec l'armée royale au château de Saint-Cloud, il prépare une offensive pour reprendre la capitale ligueuse. Un jeune dominicain du nom de Jacques Clément est autorisé à s'approcher du roi afin de lui remettre des documents importants. Le moine déclare être porteur d'un message secret. Henri III se penche alors vers lui et Clément le poignarde à mort. L'héritier du trône devient Henri de Navarre, qui est le premier des princes de la famille royale. Et évidemment, c'est le problème pour
pas mal de catholiques. Est-ce qu'un prince protestant peut devenir roi de France? Aucune prophétie des nombreux devins au service de Catherine de Médicis n'avait pu prédire ce désastre. Sous son influence, 3 de ses fils ont gouverné la France, mais sans pouvoir assurer leur postérité. Malgré les efforts de la grande matriarche pour conserver le pouvoir, après 260 ans de règne, la dynastie des Valois s'éteint. Ironie du sort, elle laisse place au premier roi Bourbon, Henri de Navarre, qui va régner sous le nom d'Henri IV et épousera à son tour une Médicis. Les guerres de religion se prolongeront après son avènement et ne prendront fin qu'en 1598, avec la signature du fameux édit de Nantes. Vous venez d'écouter À l'ombre des monarques. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. À l'ombre des monarques est un podcast coproduit par Initial Studio et Merapi, adapté de la série documentaire audiovisuelle Les Rois de France, produite par Merapi. Cet épisode a été écrit par Thierry Bruand et Dominique Mougenot. Il a été réalisé par Catherine Mignot. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg, assistée de Sidonie Cotier. Montage, Johanna Lalonde, avec la voix de Morgane Perret.